Connais-tu bien tes Sifu? Sais-tu quelles sont les différences entre l'enseignement du Wing Chun d'aujourd'hui et l'enseignement d'il y a 10 ans? Et d'ailleurs, être Sifu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est autour de ces questions que l'on a échangé avec le Sifu David de Bordeaux et ton Sifu Johan Mo. Tous les deux ont fait leur classe ensemble et ils te livrent leur parcours, leur vision du Wing Chun et quelques anecdotes fracassantes. Avant de commencer, si tu veux nous soutenir, tu peux partager ce podcast autour de toi ou simplement liker la vidéo sur YouTube. De 0 à Sifu, parcours de 2 maîtres du Wing Chun en France, c'est parti. David, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le Wing Chun? Oui, bien sûr. Donc, j'ai un parcours au niveau des arts martiaux assez varié. J'ai commencé par faire du karaté, puis ensuite de la boxe française. Après, je touchais un peu au Krav Maga, mais j'avais du mal à trouver ce qui me correspondait et ce que je recherchais, à savoir quelque chose axé 100% sur la self-défense. Voilà, vraiment pragmatique, vraiment efficace. Voilà, j'avais pas dans ce que je pratiquais, ce que je recherchais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché, et je suis tombé sur un article dans le magazine Karaté Bushido, qui était la bible des pratiquants d'arts martiaux à l'époque. Okay. Et j'ai trouvé un article super intéressant sur un art martial qui venait d'Allemagne, qui s'appelait le Wing Chun. D'accord, ok. Voilà, donc ça a été ma première rencontre. Ok, et c'est à quel âge, tu te rappelles? Oui, j'avais 22-23 ans. Ok, d'accord, ça marche. Ah oui, t'avais eu le temps d'avoir testé quelques arts martiaux avant, quoi. Eh oui. Quel est le premier souvenir que tu as du Wing Chun? Alors, c'est difficile à dire, mais vraiment le sentiment, plus qu'un souvenir, un sentiment d'avoir vraiment trouvé ce que je cherchais. D'accord, et ça, dès le premier cours, ouais, c'est ce que j'allais te demander, ok. Dès le premier cours, ça a été une évidence. Ok. Et est-ce que tu sais ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans la discipline? Enfin, aujourd'hui ou à l'époque, comme tu veux, mais je suppose que ce sentiment t'a pas forcément quitté. Mais ce dont je te parlais tout à l'heure, j'ai toujours été très très attiré par la self-défense, Ouais. le combat, mais pas le combat sur un ring, pas le combat sur un tatami, vraiment du combat dans la vie de tous les jours, dans la rue ou n'importe où, et d'être capable de gérer des situations conflictuelles et savoir se défendre dans ces conditions-là. Ok. De façon à situer un petit peu plus les questions que je vais poser après, est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu pratiques là depuis tes 22 ans? Alors, pour le Wing Chun, ça va. Alors, je dis souvent 10 ans, mais je m'aperçois que ça fait quand même un petit moment que je fais 10 ans, donc c'est plus que 10 ans. Là, on est plus autour, on en est un peu pareil que Johan, on en est à peu près à 15 ans de pratique. Ouais, ok. Ouais, parce que déjà, ça fait 12 ans qu'on se connaît, David, à peu près. Hein. C'est ça. Ouais. Ok. Et ça fait combien de temps que tu enseignes? Alors, j'ai commencé à enseigner, on en parlera peut-être plus tard avec Johan aussi, mais très très tôt. D'accord. J'avais 3 ans de pratique quand j'ai commencé à assister le signe qui nous entraînait, puis petit à petit à prendre des élèves et à diriger mes propres cours. D'accord, ok. Ok, bon voilà, c'était pour la présentation de David. Je vous propose tout de suite de passer donc dans le vif de notre sujet qui est un peu... Bon, l'idée c'est un petit peu que vous nous racontiez vos anecdotes d'apprentissage, hein, mais on va aussi essayer de retracer un petit peu l'histoire de votre Wing Chun sur les 10 dernières années en tout cas. Johan, peut-être on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passaient les cours il y a 10 ans et quelles sont les vraies différences avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui? D'accord, alors est-ce que tu veux que je commence par raconter une anecdote d'un de mes premiers cours de Wing Chun? Allez, la petite anecdote, on y va. D'accord, non parce que je me rappelle quand j'avais repris, parce que j'ai eu une première expérience, mais bon, je pense que je vais pas revenir sur l'histoire de ma vie que j'ai déjà racontée dans le podcast. Si mes souvenirs sont bons, faut-il voyager pour progresser? Oh là là, il a révisé. Voilà, t'as vu ça un peu. Donc, je vais pas revenir sur ma vie, mais je me rappelle d'un des premiers cours, je crois que c'était le 3e lorsque j'étais revenu sur Caen. C'était avec mon signe de l'époque, David, et on avait fait un combat au sol. Et il avait tellement serré, il m'avait pris en étau entre ses jambes, il avait tellement serré qu'il m'avait pété ou fêlé une côte. Ah ouais, 3e cours de Wing Chun, c'est pas mal ça. Ouais, et donc j'avais eu mal. Après, je devais aller en plus, j'avais pas mal de routes pour aller travailler
Donc pour passer les vitesses, c'était vraiment pas facile. Impossible de serrer les mains parce que le fait de bouger le bras ou de rigoler, c'était une horreur. Et donc j'étais revenu une semaine après en lui disant, Seeing, je crois que tu m'as pété une côte et je reviens juste pour faire les exercices, la chorégraphie quoi, pour apprendre des trucs, mais je vais pas, je vais pas pratiquer avec une autre personne. Et puis il me dit, ah bon, mais c'était où, montre-moi. Alors donc je lui montre ma côte endommagée et il me dit, ah maintenant je sais où frapper. Voilà. Et ça traduit, bon c'était dit avec un peu d'humour et un peu de, voilà, mais ça traduit l'état d'esprit de l'époque. Ouais, ok, d'accord, effectivement. Hein. Ok. Et toi, David, tu as la même vision du Wing Chun de l'époque, assez violent, Oui. brut? Alors, il faut remettre ça dans son contexte, hein. Il existe beaucoup d'arts martiaux en France, hein. Il y a du karaté, du taekwondo, du Krav Maga, des arts martiaux qui sont implantés depuis de nombreuses années. Et quand le Wing Chun est arrivé, les pratiquants, il a fallu qu'ils prouvent l'efficacité de ce qu'ils faisaient. Et c'était vraiment très très orienté combat, hein. Ça, faut pas se cacher. C'était les techniques de base qu'on expérimentait en combat, à frappe quasi à pleine puissance, hein. On avait Ouais, à peine ok. des petits gants et des petits casques et on se mettait en condition et puis on faisait beaucoup beaucoup de combats. Ouais, c'était la façon que les enseignants avaient trouvé d'imposer la discipline en France, en fait. De différencier la Ah ouais. discipline par rapport à ce qui se faisait ailleurs et puis d'essayer d'assurer une légitimité de leur leur argument à l'époque, c'était venez faire du Wing Chun parce que c'est plus efficace que le reste. Ouais, ok. Et pour cela, voilà, fallait former des combattants. Donc effectivement, on faisait beaucoup de combats et voilà, moi aussi côte fêlée, ça m'est arrivé 2-3 fois, je crois. Ah, allez, David, une petite anecdote sur ton apprentissage de Wing Chun qui va nous faire rêver. Peut-être pas rêver, mais donc le sifu qu'on a eu au début de notre apprentissage, le sifu Claude Gouifet, pour me démontrer l'efficacité d'une technique qui s'appelle la solution universelle en Wing Chun, a passé le pied à travers un mur Ah de ouais. placo, certes, mais voilà, après j'ai compris la technique. Wow, ça devait être impressionnant. Voilà. Ok, justement, en parlant de Sifu, David, quel est le Sifu qui t'a le plus marqué et peut-être les raisons pour lesquelles il t'a marqué? Alors je dirais pas qu'il y en a un qui m'a plus marqué, mais disons que chacun dans leur domaine m'ont influencé et font l'enseignant que je suis aujourd'hui. D'accord. Pour revenir sur Sifu Claude, c'était vraiment lui un pur combattant et son efficacité technique et son efficacité en combat nous a marqué. Enfin, moi autant que Johan, je pense, et autant que d'autres élèves. Après, Dai Sifu Marcin nous a vraiment marqué par sa pédagogie Mhm. et le niveau à laquelle il arrivait à élever ses élèves, hein, parce que bon, c'est pas tout d'être un beau pratiquant, il faut être aussi capable de transmettre et d'élever ses élèves à leur meilleur niveau. Et lui, chacun de ses élèves avait été peaufiné, avait été sculpté de façon à être le plus efficace possible. Donc Ouais. c'était vraiment très, très intéressant. Et Sifu Reto, Spercher, je dirais que voilà, quand on le voit, on a l'impression de voir tout sauf un combattant, mais quand il se met à bouger, il bouge avec une rapidité, une fluidité qui est assez déconcertante et ça donne vraiment une belle image du Wing Chun et c'est ce qu'on a envie de pratiquer. Donc voilà, chaque Sifu nous a, je pense, fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Voilà, il n'y a pas un plus qu'un autre, mais chacun dans leur domaine respectif ont fait que ils nous ont impressionnés. Ok. Et toi, Johan, t'as un des Sifu qui t'a le plus marqué parmi tous ceux-là? Non, j'aurais fait la même réponse que David. D'accord. C'est vrai que j'avais déjà dit, de toute façon, je pense que j'en avais déjà parlé, mais oui, c'est vrai que Sifu Claude Wif, c'était une armoire à glace et rien que le mettre en face de n'importe qui et s'il faisait rien qu'une solution universelle, c'est-à-dire donner des coups de poing enchaînés, une Mhm. suite de coups de poing, je sais pas si tu vois ce que c'est, Clément, la suite de coups de poing, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pouvait se mettre en face. Ouais. Et il était impressionnant par sa présence physique, hein. Ouais. C'est vrai que quand on est allé en Allemagne, moi j'ai découvert aussi autre chose, une pédagogie comme le dit David, aussi quelqu'un qui valorisait ses élèves. Ok. Et ça c'est quelque chose qu'on a récupéré tous les deux, c'est que c'est vrai il faut valoriser ses élèves. Et nous c'était peut-être pas suffisamment fait auparavant. Et puis Reto c'est une grande finesse technique.
Mhm. et un puits de connaissances et aussi des techniques qu'il a testées, éprouvées. Donc voilà. Ouais, ok. Donc non, c'est difficile de dire oui, celui-ci a plus impressionné, mais tous, ils nous ont légué quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, ils sont chacun intervenus à différents stades de votre parcours martial. En fait, vous c'était pas en même temps, quoi. Ça s'est fait à différentes périodes. Tu poses la question à qui? Bah, vous deux. Enfin, j'ai Oui, l'impression que David, vous je avez te laisse. j'ai l'impression que vous avez suivi à peu près le même parcours, en fait, finalement, puisque sur les 12 dernières années, est-ce que j'ai compris? C'est ça, ça fait à peu près 12 ans qu'on se connaît, qu'on s'entraîne ensemble Ouais. et qu'on partage la même philosophie Mhm. du Wing Chun. Donc forcément, quand on a été à la recherche de la connaissance, on a essayé d'y aller ensemble. Ouais, d'accord, ok. Vous vous suivez depuis tout ça, Ouais, ok. et on se retrouve, si tu veux, pour expliquer un peu, on était un groupe d'instructeurs à se retrouver pratiquement tous les mois parce que à l'époque, et c'est la grande différence avec ce qui existe et ce que nous on a mis en place, Mhm. c'est qu'on devait aller alors soit sur Paris, soit dans le sud. Bon, pour David dans le sud, c'est moins problématique, mais soit sur Paris, soit dans le sud, soit aller à l'étranger pour pouvoir s'enrichir techniquement. D'accord. D'accord? Et donc nous, on était un groupe de t-shirts noirs. Il y avait des stages t-shirts noirs, instructeurs, et on se réunissait. Alors au début, c'était dans une cave sur Paris. Ah oui, c'était une cave, hein. On faisait un petit peu de technique et notre sifu de l'époque disait bon bah maintenant fini de rêver, on devait mettre les protections et puis on se rentrait dedans en coup de poing universel. En gros, c'était ça. Ouais, On ok. finissait, moi plusieurs fois j'ai fini par terre à bout de souffle parce qu'il y avait pratiquement pas de souffle enfin il y avait pas pratiquement pas d'oxygène dans cette petite cave et on était je sais pas peut-être une vingtaine à se taper dessus en chœur, hein. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus Ouais, ok. et on se retrouvait pratiquement tous les mois pour travailler. Et comme on était à peu près du même niveau, eh ben, on travaillait souvent ensemble, ce qui a aussi permis de discuter, parce que bon, on travaille, mais bon, ça arrivait quand même qu'on discute, hein, on peut le Hmm. dire maintenant. Et voilà, on s'est trouvé des affinités, et c'est vrai qu'on a ensuite suivi naturellement le même parcours, quoi. Ouais, ok, vous étiez tous en même temps, au même On a moment. été, voilà, puis après, avec David, on a été en Allemagne, tous les deux, on a dû prendre l'avion, prendre le train, prendre le bateau, prendre etc. etc. pour C'était l'aventure. exactement. J'ai l'impression du coup que c'est pas du tout comme ça maintenant. Quand est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé un peu au fil du temps ou est-ce que vous avez senti qu'il y a un jour il y a quelque chose qui a fait basculer un peu tout ça? Ou est-ce que c'est vous aussi qui êtes à l'origine de un peu du changement de l'instruction du Wing Chun en France finalement? David, je te laisse. Alors non, c'est pas nous, hein. Modestement, c'est pas nous. Vous allez dire Ah, oui. On je prendra dirais ton quelque avis chose après, pas. Johan. Non, non, on n'a pas. On a essayé nous de effectivement d'apporter notre pierre à l'édifice, hein, et d'enseigner aujourd'hui. On enseigne le Wing Chun tel qu'on aurait aimé qu'on l'enseigne et tel qu'on aurait voulu le voir à notre époque. Mais Hmm. je pense, c'est un courant général. Alors la référence quand on parle de Wing Chun, c'est l'Allemagne, c'est la grosse organisation qui est le WTO. Et c'est cette organisation-là qui a basculé petit à petit. Voilà, une fois que la légitimité, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, de Wing Chun a été assise, que le nom Wing Chun a commencé à parler aux gens, et ben voilà, il a fallu avoir un petit peu plus d'élèves. Et c'est vrai que on s'est ouvert à d'autres choses, à une pratique plus technique, source de bien-être, de développement personnel, qui a fait que naturellement, le Wing Chun, tout en restant d'une efficacité assez redoutable, s'est mis à attirer un autre style de population qui était plus, qui voulait faire de la self-défense, mais pas forcément se taper dessus pendant 2 heures dans une cave où on pouvait à Yes. peine respirer. Ça existe encore ça? Enfin, il y a encore des ça se passe encore ce genre de choses? Alors nous, on essaye enfin, avec des pratiquants avancés, on peut pas enseigner de la self-défense sans vraiment faire du combat, mais ça vient un petit peu plus tard dans l'apprentissage, ça vient de façon différente, Ok. mais à un moment donné, les confrontations, et puis c'est pareil, comme disait Johan, on est parti plusieurs fois en Allemagne, on a acquis un bagage technique qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire des cours beaucoup plus riches que ce qu'on avait à l'époque, Bien sûr. et donc voilà, c'est pas uniquement que du combat pendant 2 heures. Ouais, ok, d'accord. Mais voilà, je pense que c'est vraiment l'évolution en lui-même du Wing Chun en général et non pas
notre évolution à nous. Ouais, ok, ça marche. Euh, Est-ce que dans votre apprentissage ou dans votre parcours martial, il y a déjà une situation qui vous a un petit peu choqué? Alors, je sais, David, tout à l'heure que tu parlais du mur. Est-ce que toi, Johan, il y a un moment qui t'a marqué dans toutes ces années de pratique? Un moment qui m'a marqué, Ouais, là, mais tu sais, plus dans le sens choqué, tu vois, genre, ça, tu t'es dit, waouh, bah, je vois pas ce que tu veux dire en fait, bah, choqué, non. qui t'aurait impressionné, tu vois. Ouais, non, bah, je vois pas trop dans quel sens. Bah, je sais pas, tout à l'heure, par exemple, enfin, Négativement ou non, pas positivement forcément négativement comme positivement, hein, qu'importe, hein. Tout à l'heure, quand David parlait du mur, tu vois, ça avait l'air d'être assez impressionnant pour lui à l'époque, en tout cas. Est-ce que t'as quelque chose comme ça que tu t'es dit, waouh? non, pas là. Là, j'ai pas d'idée, mais oui, en tout cas, je sais que durant ma pratique, et surtout quand tu rencontres des Sifu qui s'entraînent énormément, comme Sifu Marcin par exemple, et quand il te donne un coup, je me rappelle hein, quand on allait prendre des cours avec lui en Allemagne, le moindre coup, ça te secoue. Hein. Ouais, Reto aussi, lorsqu'il donne des coups, qui nous montrait le quatrième, je sais pas si tu te rappelles David, il nous montrait la quatrième section et qui nous donnait certains coups, encore maintenant, ça secoue quoi. Donc oui, je sais pas si c'est ça que tu voulais entendre, mais ouais, mais c'est ça, c'est bien quand même. enfin, c'est pas ça que tu voulais entendre. C'est pas tout à fait ça, mais ça me va, c'est bien aussi. Peut-être que tu t'en sortiras mieux avec celle-ci. Quelle a été ta plus grosse difficulté pendant ton apprentissage? Bah, ma plus grosse difficulté, c'est que je devais me déplacer, et c'est-à-dire partir tous les mois, prendre le train, etc. Et c'est vrai que Ouais, c'était assez pénible. Ça, franchement, c'était une difficulté. Après, aussi une autre des difficultés, ça, David, je pense que toi aussi, ça devait être la même chose pour toi, c'est que on apprenait certaines techniques, donc quand on allait lors des stages, mais on n'avait pas forcément quelqu'un pour répéter ces techniques. Tu vois? d'accord. Oui, tout à fait, ouais. Tout à Ouais, fait. Ouais. quand vous Et ça, reveniez c'était en un France, problème. c'était difficile de pratiquer, c'est ça que Alors, tu veux dire? en France ou lorsqu'on allait au stage, au fameux stage instructeur dont je parlais, et qu'on voyait certaines choses, ben, on pouvait pas les travailler quand on revenait. Ça, c'était problématique. Ouais, De ok. pas avoir un sifu ou un instructeur qui avait suffisamment de bagages techniques pour travailler avec nous, ce fut problématique. C'est ce qui fait que on a mis plus de temps à acquérir les techniques, ça c'est clair. Ouais, ok, tu pouvais pas t'entraîner, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est aussi ça, c'est pas la question, mais je sais pas si tu allais la poser, donc je vais y répondre. Mhm, vas-y, vas-y. C'est aussi ça qu'on a découvert, c'est que on pouvait former, par exemple, des techniciens beaucoup plus rapidement, avec une pédagogie adaptée et avec un certain nombre de répétitions des techniques avancées, et que on n'avait pas besoin de passer 10 ans. Il nous a fallu 10 ans pour être technicien. Ouais, ok. Oui, oui, Voilà. d'accord. Oui, maintenant ça va Et plus vite, maintenant, quoi. c'est ce qu'on essaye aussi de faire évoluer, c'est de former des techniciens, des gens qualifiés, enfin des gens qui ont un certain niveau de technique, beaucoup plus rapidement. Ouais, ok. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, les gens n'ont pas envie de passer 10 ans. C'est comme si on mettait 10 ans à passer une ceinture noire de karaté. Ouais, bien sûr. Au niveau des difficultés, toi, David, tu partages ce que dit Johan. Ouais, complètement. T'en as rencontré d'autres que celle-ci? Non, non, je partage complètement. Comme disait Johan, c'est vrai que on avait du mal à trouver l'information, on avait du mal à trouver la technique. Ça demandait beaucoup d'efforts. Hein. Quand on partait sur Paris, il fallait partir un week-end entier. Quand on partait en Allemagne, il fallait partir 4 jours. Hmm. Donc c'était difficile de se dire voilà, on va pour ça, pour le Wing Chun, parce que c'est notre passion et parce qu'on n'arrive pas à trouver sur place ce dont on a besoin pour évoluer. Ouais, bien sûr. Donc voilà, Ouais, la plus grosse difficulté, c'était vraiment ça. ouais, ok. Ouais. Et Euh, nous aussi, on s'est retrouvé aussi rapidement avec un groupe à gérer. Ça a changé aussi complètement notre vision, je pense. C'est-à-dire? Parce que quand il y a des gens qui dépendent, dont le niveau dépend de nous, c'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire que on s'est retrouvé à enseigner, bon, bah, certainement trop tôt, mais c'était les conditions qui voulaient ça. Mhm. Et donc, il fallait qu'on aille chercher l'information pour continuer à donner à manger à nos élèves. Ouais. Et c'était aussi une problématique. Ouais, bien sûr, ouais. Bah oui, forcément. Ok. Et oui, parce que ceux avec qui vous étiez en France n'avaient pas. Enfin, il y avait une limite, quoi, je veux dire, par rapport à. Quand Alors, vous étiez. là, on parle pas en France.
mais quand on était déjà dans notre région. Ouais, Tu ok. vois. Bon, moi, pour revenir sur mon histoire, c'est que mon CIG m'avait dit, bah écoute, je te laisse au bout de 3 ans, je te laisse le club parce que bah, lui, il faisait beaucoup de routes Ouais, ok. pour venir nous enseigner. Donc il m'a dit, bah, je te laisse le club. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, je fais, ah bon, bah ok. Ouais. Et c'était une responsabilité. Et la première fois où je me suis retrouvé face à un groupe, avec en face de moi une douzaine de personnes, bon, bah, il a fallu le gérer. Hmm. Et puis, il a fallu aussi que je m'investisse beaucoup plus parce que je devais retranscrire quelque chose, quoi, tu vois, et je voulais le retranscrire le plus justement et le plus parfaitement possible. Ouais, ok. Oui, oui. Oui. Enfin, c'est un peu par la force des choses, quoi. Oui. Ok. Du coup, on a vu la difficulté, et là, j'aimerais savoir quelle a été votre plus, ou quelle est même votre plus grande satisfaction aujourd'hui de tout ce parcours. Bon, bah, ouais, c'est l'aboutissement d'avoir pu, malgré les obstacles, arriver voilà, aujourd'hui, être détenteur de tout un système. Yes. Aujourd'hui, on a le système de A à Z, inclus donc les couteaux, les barcham dao, les bâtons, toutes les sections de Shisao. On a la totalité du système Wing Chun. Ouais, ok. Et voilà, il nous a fallu 15 ans. Et c'est vrai que quand on arrive au bout, on se dit, ouais, Ça y est, c'est fait. ça y est. Alors maintenant, faut le travailler, donc faut s'entraîner. Donc c'est le fait d'avoir tous les concepts, tous les systèmes n'exclut pas de s'entraîner, au contraire. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on continue on en parlera peut-être tout à l'heure, à voir des grands maîtres, à faire venir des grands maîtres, c'est que c'est simplement pour peaufiner tout ce qu'on a et tout ce qu'on continue à travailler. Ouais. Donc ça, c'est vrai que voilà, on est très peu en France à avoir la totalité du système aujourd'hui. Ouais, bah t'as l'impression d'avoir atteint quelque chose, quoi. Voilà, et faut le dire. puis vu que Ouais. c'était pas facile, c'est vraiment une grosse satisfaction. Ok. Parce qu'il faut le dire, Clément, on s'est battu avec David pour y arriver. Hein. Ouais, Pour avoir ce système, parce que quand même, on nous a, à certaines époques, un peu fait tourner en rond. Pour avoir tout ce système, ouais, on a dû se battre, on a dû se déplacer, on a dû. Oui, au sens discuter, propre comme au figuré. Oui, tout à fait. Au sens propre comme au figuré. Oui, voilà, on a dû prouver notre niveau, on a dû prouver qu'on le méritait. Non, ça n'a pas été simple. Bon, avant que je passe à la question suivante, est-ce que vous avez une petite anecdote pour moi à me raconter en plus de toutes celles-là? Johan, c'est à toi. Non, la mienne était bien, la tienne n'était pas bien, donc tu peux te permettre d'en faire une autre. Tu sais, les anecdotes, le problème, c'est que quand tu les cherches, tu les trouves pas. Non, là, j'ai pas d'anecdote, Clément, mais dès que j'en ai une, je te. Ouais, tu me bipes, hein, tu m'arrêtes. Hein. Je stoppe toutes les discussions, je dis anecdote. Ok, moi je te laisse réfléchir parce que la question suivante, toi, tu as déjà répondu. Quelle a été tout à l'heure, David, tu nous as dit que tu étais passé très vite à l'enseignement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une volonté de ta part? Est-ce que ça s'est fait par la force des choses comme Johan? Alors, ça a été un peu les deux. Effectivement. Déjà, quand j'avais pratiqué les autres arts martiaux, quand j'avais pratiqué le karaté, j'avais commencé à enseigner à des enfants. En boxe française aussi, j'avais très très vite commencé à passer des diplômes pour pouvoir enseigner. Non, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Oui, ok, d'accord. Voilà. Comment s'est fait l'occasion? Enfin, je veux dire, c'était quoi l'occasion? L'occasion, c'est fait que voilà, le signe que j'avais pourrait pas assurer tous les cours, donc petit à petit, pendant ces cours, j'ai pris un atelier, puis 2 ateliers pour au final prendre un créneau. Voilà, il y avait 2 entraînements par semaine, j'en animais un, et puis pour final après créer ma propre structure et puis tout en continuant à donner ce cours-là par semaine. Et voilà, ça s'est fait à la fois par la force des choses, mais aussi de mon fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré. Et puis c'est vrai que le système Wing Chun est l'idéal pour ça, puisque c'est basé sur le confucianisme. On a une structure familiale, ce système d'avoir un grand frère qui, voilà, il connaît peut-être pas tout le système, mais ce qu'il sait, il peut l'enseigner. Ouais, d'accord. Okay. Alors que dans une structure d'un art martial japonais, on a le sensei qui a la vérité, et voilà, le sensei montre on fait, mais même les autres ceintures noires ne prennent pas l'initiative de corriger ou de faire quelque chose à des débutants. En Wing Chun, c'est totalement différent. Donc le système pousse à ceux qui ont des prédispositions pour enseigner, à enseigner très très vite. Et ça, c'est quelque chose
qui me tient beaucoup à cœur et que je mets vraiment en avant dans mes cours. C'est que dès qu'il y a des débutants, ils sont pris en charge par des plus anciens. Même si le plus ancien, il a qu'un an de Wing Chun, et ben, il est capable de montrer des choses propres et comme ça, tout le monde avance en même temps. Et je trouve ça vraiment très, très gratifiant. Alors c'est intéressant ce que tu me dis là parce que moi je pensais que c'était du coup normal et que ça se passait comme ça dans toutes les disciplines et effectivement ce que tu dis non c'est quelque chose qui est un petit peu propre à pas forcément Wing Chun mais en tout cas à ce courant-là et enfin oui c'est intéressant parce qu'il y a une débutante justement récemment dans une interview qui m'a dit ça, qui m'a fait remarquer que ce qu'elle aimait et ce qu'elle appréciait dans les cours c'est être pouvoir s'entraîner avec des gens qui sont enfin qui ont des techniques un peu plus développées, qui vont lui apprendre des choses en plus de l'apprentissage du sifu quoi. Oh, mais je confirme, c'est quelque chose qu'apprécient énormément les élèves et voilà, cette structure familiale, voilà, tout le monde puis ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Le sifu, même avec la meilleure volonté du monde, il peut pas être derrière chaque élève pendant un cours. Bien sûr. Donc voilà, le fait qu'il y ait des signes qui puissent l'assister et puis voilà, moi dès que je vois un de mes élèves qui a des prédispositions pour ça, qui aime enseigner, ben petit à petit je vais le pousser aussi à avancer dans cet univers-là et puis peut-être demain avoir sa propre structure. Alors ça m'amène à une autre question parce qu'en préparant l'interview, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le rôle des enseignants à l'époque, alors à l'époque je ne préciserai pas d'époque parce que je ne sais pas exactement, était assez différent de celui qu'on peut voir dans les clubs aujourd'hui, en tout cas dans ceux que je connais. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Comment étaient les sifus? C'était quoi le rôle d'un sifu avant et qui peut-être plus forcément le même que celui de maintenant? Avant, c'est quand Est-ce que vous considérez que les sifus vont nous délivrer l'enseignement de la même manière que vous le délivrez aujourd'hui aux élèves? Non, ça c'est sûr qu'il y a eu, une évolution, mais c'est aussi l'évolution de l'époque. Alors, je pense que nous, on est plus accessible que l'étaient nos sifus de l'époque, je pense. Qu'est-ce que tu entends par accessible? Qu'est-ce que j'entends par accessible? C'est-à-dire que bon, je vois par exemple quand on a commencé avec le PWTS, Sifu Claude Wif, moi au début où je l'ai connu, c'était quelqu'un d'assez assez inaccessible dans le sens où il était, je sais pas comment, David, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait quand même une distance. Oui, il y avait une distance avec le sifu, il y avait une distance avec les élèves qui étaient déjà techniciens, il y avait avancé exactement. Tout à fait, il y avait une distance. Ouais, la hiérarchie était plus marquée, quoi. La hiérarchie était beaucoup plus marquée. On devait s'adresser au sifu d'une certaine manière, même aux élèves les plus avancés et même aux autres, parce qu'il y avait le dai sifu, mais il y avait aussi les sifu mais on devait avoir un certain, il y avait un respect. Je pense qu'il y a toujours un respect. Mais nous, on est certainement beaucoup plus accessible. Mmh. C'est comme ça que je le ressens. Oui, socialement. Et on essaie aussi, je pense, beaucoup plus de s'adapter au groupe. Oui, d'accord. Et alors, moi, j'avais lu que le sifu, ou le dai sifu en l'occurrence, quand il arrivait dans les cours, il n'était là que pour corriger. En fait, qu'il apprenait pas vraiment les techniques, qu'il enseignait pas vraiment, que les élèves apprenaient chez eux ou en dehors ou avec les signes, et que quand le dai sifu arrivait dans la salle, il faisait que corriger. Est-ce que vous avez vécu ça? Alors, d'une certaine façon, oui, tout à fait. Ouais, donc c'est quelque chose qui est réel. Nous, on avait des signes. Alors, on avait des signes dans nos régions. C'est eux qui nous enseignaient les techniques de base du Wing Chun. Et on avait périodiquement le sifu qui venait faire un stage où nous, on allait le voir. Et il nous corrigeait, il nous enseignait aussi. Hein. Ouais, ok. Oui, d'accord. David, t'es d'accord ou Oui, il y avait. Enfin, c'était pas aussi flagrant que tu le penses, Clément. Mais il y avait, voilà, le sifu, il venait pas pour corriger les techniques de base, quoi. Il y avait quand même des choses qui étaient censées être acquises, et si elles n'étaient pas acquises, tant pis. Ouais, d'ailleurs, lui, j'ai une anecdote. Il avançait. Allez, vas-y. J'ai une anecdote qui est liée à ça, et c'était à Bordeaux d'ailleurs où tu étais, David. Je me rappelle la fois où donc il y avait Claude, donc Sifu Claude, et un gros groupe. On était beaucoup. Je pense qu'on était bien une trentaine. C'était à la grande époque. Et t'en as un qui a eu le malheur de croiser les bras. Ouais. Je sais pas si on te rappelle de ça, David. Non, tu te rappelles pas? Ça me dit rien, continue, mais ça va peut-être changer. Et Claude, tout d'un coup, s'est mis en colère
mais elle s'est mise à vociférer en disant aux signes de l'élève en question, faut les éduquer, je veux pas voir ça. Et nous, ça nous avait tous, on était tous restés sans voix parce que qu'il avait juste croisé les bras, quoi, tu vois. Ouais. Et maintenant, toi, par exemple, moi, je le dis des fois pour la petite histoire en cours, quand je vois qu'il y a 3-4 personnes qui m'écoutent en croisant les bras, je leur explique, en leur mimant Bruce Lee, en leur expliquant que voilà, chez les Chinois, croiser les bras, c'est un signe de provocation, etc. Mais nous, quand ça arrivait, quand il y en avait un qui avait le malheur de croiser les doigts, mais nous, on lui disait. Si on voyait un élève qui croisait les bras, on lui faisait signe, non, on ne croise pas les bras, quoi. Parce qu'on savait que ça pouvait très mal se passer, et qu'il nous dit, oui, ça c'est de la provocation, etc. Et voilà, ça c'est une grande différence. C'est que nous, jamais on s'énerverait pour dire ça. On va le dire comme une anecdote, pour expliquer aussi que voilà, on est une école d'origine chinoise, et dans cette tradition-là, croiser les bras ou les mettre sur ses hanches, ça veut dire quelque chose, c'est le langage corporel, et puis ça s'arrête là. Ouais, ok. Du coup, aujourd'hui, il y a un enseignement en France qui s'est créé, etc. Quelles sont les différences, vous pensez, avec l'enseignement qui peut être donné à l'étranger, particulièrement en Allemagne? Est-ce que c'est sensiblement le même, ou est-ce que vous voyez un autre courant qui s'est créé en France? Ou même dans vos clubs respectifs, hein, qu'est-ce que vous avez, vous, gardé, mais aussi quelle chose vous avez amélioré de la façon dont vous avez appris le Wing Chun? Ouais, moi, ce qui m'avait intéressé, ce que j'ai trouvé vraiment bien en Allemagne, c'est la pédagogie, une méthode pour enseigner, enfin une méthode d'enseigner, une façon d'enseigner où on forme beaucoup plus rapidement. Et puis, nous, on passait beaucoup de temps, par exemple, à faire des coups de poing enchaînés, à avancer, à faire des coups de poing enchaînés. Eux, ils font beaucoup moins ce genre de choses. Par contre, ils répètent énormément leur technique pour que ça devienne automatique. Et c'est des vraies mitraillettes quand ils font leur technique. Ça fait pas. Enfin bon, là, je vous le mime. Il y a pas On a compris. En audio. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est-à-dire essayer d'optimiser l'enseignement pour qu'il soit le plus rapidement, enfin, pour qu'il soit assimilable le plus rapidement possible. Ok. Et quelque chose que peut-être quelque chose que toi t'as mis en place et que tu n'as pas vu dans les cours que tu as pris? Le fait d'avoir une structure d'enseignement. Okay. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pris en Allemagne, c'est-à-dire on travaille en fonction de ses degrés, même s'il y a de temps en temps des moments où on fait tous la même technique, mais rapidement, l'objectif c'est d'avancer, on est sur une voie de progression. Et on n'est pas là pour stagner, les gens n'ont pas de temps à perdre. Ils viennent, il faut qu'ils aient le sentiment, et il faut qu'ils avancent. Ouais, ok, ça marche. David, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, je partage. C'est vrai que nous, on a eu un enseignement qui était un petit peu déstructuré, et ce qui fait que voilà, il a été, comme disait Joanne tout à l'heure, très très long. Et nous, c'est ce qu'on veut pas pour nos élèves. Nous, le système, on l'a, comme je disais tout à l'heure, on l'a en entier. Il est structuré par niveau. Tu maîtrises ton niveau, t'avances. Tu maîtrises le programme de ton degré. Tu es capable de le faire en sparring ou dans toutes les situations. Et on avance. On est vraiment là. Nous, on pousse nos élèves. On les fait vraiment, vraiment avancer. Voilà, on n'a aucun intérêt. On ne fait rien pour les retenir, pour les faire stagner. Bien au contraire. D'accord. Ouais, on cache rien. Il y avait cette culture, tu vois, ça aussi, Clément, c'est quelque chose, je pense, qui était hérité de l'EWTO, donc l'organisation, et certainement aussi quelque chose qui devait venir aussi de Leighton avant et peut-être d'Ipman. Il y avait une culture du secret, les techniques secrètes, les techniques qu'on montrait qu'à certains. Par exemple, Yuji, la forme Yuji, la troisième, est enseignée que aux meilleurs élèves, que aux fidèles des fidèles. Oui, ok. Il y avait une culture du secret. Maintenant, moi, David, c'est pareil, on n'a aucun secret. Si les gens sont prêts à recevoir, on va leur donner. Tu vois. Oui, l'enseignement ne dépend plus vraiment du sifu, mais de la capacité de l'élève à appréhender les techniques. Voilà, et c'est pas ésotérique. C'est-à-dire que c'est pas à la couleur de l'esprit. Non, il a été capable de restituer le contenu pédagogique. Il a son degré. Et alors, on passe à la suite. Autre question par rapport à ce que vous me dites, est-ce que c'est vous qui avez défini ce qu'il y avait dans les degrés, ou c'est quelque chose, je suppose que c'est quelque chose que vous avez adapté d'autres choses, mais les degrés que vous avez, c'est vous qui les avez créés? Non, il y a une structure qui est propre au système. D'accord. Maintenant, le rôle
de chaque sifu aussi et de mettre sa pierre à l'édifice et de faire avancer le système, de construire le système. Et s'il y a quelque chose qui nous apparaît nécessaire, on l'ajoute. Mais la structure du système, ce qu'il faut savoir pour un t-shirt blanc, c'est lié à la première forme, les t-shirts gris la deuxième forme, t-shirt noir la troisième forme. Les programmes de techniciens aussi, c'est structuré. Après, dans les applications, dans la façon de l'enseigner, là, le sifu a un rôle important. D'accord, ok. Mais non, le système, le système, il est tel qu'il est, même s'il a évolué depuis le hunting, il a des grandes caractéristiques. On va dire que 80% du système sera le même. Et puis après, chaque sifu aura une marge de manœuvre en fonction de ses affinités, en fonction de ce qu'il s'est rendu compte qui marchait, en fonction des élèves qu'il a. Voilà, il pourra adapter, faire évoluer, mais l'ossature, le squelette du système, il est toujours là. Ok. Voilà, c'est ça. Et toi, Clément, ça aussi, c'est quelque chose je pense, d'important et qu'on ne retrouve pas dans d'autres arts martiaux, type karaté ou des choses comme ça. C'est que le système peut évoluer d'une manière, on va dire, cosmétique, tout en gardant les concepts, tout en gardant aussi l'ossature de l'enseignement, mais il y a une évolution qui se fait et qui, quelque part, doit se faire parce que les générations changent également. Bien sûr. Et les besoins de chaque génération changent. Oui, tout à fait. Oui, forcément. Avant de clôturer l'aspect enseignement, est-ce que vous avez une anecdote d'enseignement à me raconter ou je passe à la suite? Une anecdote une anecdote de vous en tant que professeur, un truc qui vous a fait rire, un truc qui vous a choqué, enfin, ce que vous voulez. Vas-y David, c'est à ton tour. À froid, non. Simplement rebondir sur ce que disait Johan et sur cette notion du secret, des choses qu'on voulait pas nous montrer à l'époque et que maintenant qu'on les connaît, ça nous fait doucement rigoler, quoi, parce que c'était pas, il y avait pas de quoi monter tout ça. C'est vrai qu'on nous présentait ça comme le doigt qui tue presque, et puis en fait la technique elle est ce qu'elle est, mais il y a rien d'ésotérique là-dedans. Donc ça nous est un petit peu avec Johan, c'est une des choses qui a fait aussi qu'on s'est rapproché, c'est qu'on rentrait pas du tout là-dedans. Donc c'était okay. La technique était la technique, et puis on s'amuse pas avec ça avec nos élèves. Voilà, nos élèves ils s'entraînent, ils sont bons. Et ils s'entraînent pas, et c'est pas parce qu'ils ont la technique secrète qu'ils seront bons. Ok. C'est sûr. Alors, je vais peut-être vous aiguiller dans l'anecdote. On gardera pas. Mais est-ce que vous avez un exemple d'une super transformation d'élève, quelqu'un qui est arrivé d'une certaine façon et que vous avez accompagné jusqu'à une belle transformation? Vous avez quelque chose à me raconter là-dessus? Oh oui, là je pense là pour le coup on va en avoir des anecdotes. Allez David, donne-moi une. Oui, moi j'ai une élève par exemple qui a 52 ans aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui, mais qui a 52 ans, qui a découvert donc le Wing Chun avec moi il y a 5 ans, qui n'avait jamais pratiqué d'autres sports de toute sa vie et qui aujourd'hui ne rate pas un cours, ne rate pas un stage. C'est ma chargée de communication non officielle. Elle parle de Wing Chun toute la journée. Et voilà, elle s'épanouit complètement dans quelque chose. Ça a provoqué des changements dans sa vie, dans son attitude, dans sa façon de travailler. Donc quelqu'un qui n'avait jamais fait de sport, encore une fois, de toute sa vie, qui maintenant s'entraîne comme parfois plus que ceux qui ont 20 ans. Ouais, ok, c'est fou. Ouais, c'est vrai. Ok. Et toi, Johan, t'as une petite transformation Oui, j'en ai. Non, mais ça, des transformations de ce type, ou même, il y en a vraiment énormément. Moi, je pensais, pendant que tu étais en train de parler, David, également à une personne que j'avais qui était un petit peu, qui était âgée. Je sais pas quel âge il avait. Quand je dis âgé, je fais attention maintenant parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. T'as dit âgé, mais t'as dit une femme de 50 ans. Bon, bref. Il y en a qui sont presque ici. Hein. Oui, voilà, c'est ça en plus. Non, mais une personne âgée, donc je ne sais pas quel âge, qui avait des cheveux blancs longs, qui fumait beaucoup, qui avait une hygiène de vie vraiment déplorable, qui s'est mis au Wing Chun et en quelques mois, qui s'est rasé les cheveux, qui a arrêté de fumer, et puis qui était vraiment passionné par le Wing Chun, qui venait à tous les cours et qui commençait même, bon, des fois c'est un peu juste, mais bon, qui commençait même à donner des conseils aux autres. Ouais, okay. Et c'est vrai que des choses comme ça, bon, je crois qu'il est mort par contre maintenant, parce que je ne le vois plus. Bon, bref, personne n'est immortel. Mais oui, ou alors des jeunes, je me rappelle d'un jeune quand il est venu me voir, il avait 16 ans, qui était un peu timoré.
vous entendrez ce que vous voulez derrière ce mot, et qui en très peu de temps a pris une assurance folle, qui s'est trouvé une copine, qui voulait même se combattre contre des mecs beaucoup plus forts et tout, alors qu'au début, il me regardait avec des grands yeux, le moindre coup, il me regardait en disant non, et puis en très peu de temps, il y a eu une transformation, et c'est devenu, j'allais dire un homme, oui, un mec, quoi. Ok, ça marche. Non, mais je fais attention parce que je sens que je vais avoir toute une ribambelle de haters Non, mais féministes pour me dire oui, c'est quoi? en gros, il a pris de l'assurance et de la confiance en lui. Hein. Je fais la traduction. Voilà, merci Clément Pour mettre des jolis mots sur ce que tu viens de tout dire. correct. Selon toi, il est devenu un mâle alpha et selon moi, il a juste pris un petit peu d'assurance et de confiance en lui. Exactement. Ok. Alors, grosse question. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui que vous avez le système pour continuer à vous former ou à vous entraîner ou plutôt en quoi consiste votre apprentissage à vous aujourd'hui? Alors, deux choses, hein. On s'entraîne quotidiennement, hein, que ce soit moi ou Johan, c'est un travail de tous les jours. Donc, en plus des cours qu'on donne, en plus de préparer des cours, on s'entraîne pour nos propres programmes à nous. Mm-hmm. Donc, il y a des parties qu'on peut faire tout seul, puisqu'on a des formes à travailler, la forme des couteaux papillons, la forme du bâton, qui sont des exercices qu'on peut travailler seul, des applications de Mannequin de bois. section, voilà, de mannequin de bois. Moi, je travaille beaucoup en shadowboxing pour affiner mes techniques. Et puis après, on se voit avec Johan pour travailler. On essaie de se voir régulièrement pour faire tous les exercices qui sont à faire à deux, les sections de Chisao, pour continuer à travailler nos programmes. Et comment vous les récupérez, ces programmes? C'est ce qu'on a eu D'accord. on a eu tout le système en Allemagne. Ouais, Voilà. ok. Donc aujourd'hui, vous voyagez Et on a plus. aussi Daisifu Reto Sprecher qui de temps en temps descend et puis nous montre, nous corrige ou nous montre des nouvelles choses, quoi. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Oui. Ok, très bien. Donc vraiment trois choses différentes. Le travail quotidien tout seul, le travail à deux avec Johan, et toujours voilà, à l'écoute de ce qui se passe à côté pour soit faire revenir Sifu Reto, soit aller voir au besoin notre grand maître qui serait susceptible de nous apporter quelque chose, quoi. Alors, c'est pas parce qu'on a tout le système qu'on considère qu'on arrête de s'entraîner et qu'il faut qu'on arrête de continuer à forger notre Wing Chun. Ouais, bien sûr, ça s'arrête Surtout jamais. Surtout qu'il y a des sifus, d'autres sifus qui ont développé des choses très particulières qui peuvent nous intéresser. Et on peut se dire, on va aller là-bas, les voir pour apprendre telle ou telle chose. Hein. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ok, ça marche, très bien. Bon, bah écoutez, j'arrive au bout de mes questions. Peut-être une anecdote hein. J'allais dire, allez, non, pas une anecdote, mais cette fois-ci un petit conseil à donner à quelqu'un qui commence le Wing Chun et qui veut en arriver là où vous en êtes. Moi, le conseil que je lui donnerais, c'est de continuer de persévérer. En fait, quel que soit l'endroit où l'on est actuellement, s'il continue et qu'il persévère, un jour, il peut être sifu, un jour il peut aussi enseigner, un jour il peut aussi avoir son école, il peut aussi être le flambeau qui permettra à l'enseignement de perdurer dans le temps. Ok. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Hein. Tu l'avais travaillé ou pas? J'espère que vous n'êtes pas en train de pleurer derrière vous. Moi, j'ai une larme qui coule, je t'avoue. Ah, mais... Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, Attends, merci. David, on n'a pas entendu. Attends, on n'a pas entendu David. Non, Okay. enfin, voilà, même chose. Hein. Aujourd'hui, il sera pas dans la situation que nous on a eu, c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'avoir l'information, il n'y a plus qu'à s'entraîner et puis tout roulera. Oui, s'il y a quelque chose à retenir de ce podcast, c'est quand même que aujourd'hui, il y a moins de contraintes qu'avant pour accéder à l'enseignement. Alors, je trouve que c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que le fait que vous vous motiviez à bouger à l'époque, ça vous contraignait aussi à prendre les techniques, parce que bon, vous aviez dépensé des sous pour vous déplacer et voilà quoi, vous étiez là-bas, il fallait apprendre quoi. Peut-être que maintenant, le fait que ça soit un peu plus facile, ça peut être aussi à double tranchant parce que c'est peut-être un peu plus facile d'abandonner aussi. Oui, tout à fait. Et même, tu vois,
quand certains me disent, bon, nous on fait un stage par mois, et quand certains me disent oui, mais je peux pas venir parce que ceci, parce que cela, nous, on se posait pas la question, hein. On bougeait, on allait à Paris ou dans le sud de la France ou en Allemagne, et on se disait pas oui, mais j'ai ma femme, mon chien, mes courses ou je ne sais pas, hein, tu vois. Et c'est vrai que du coup, la valeur des choses, de l'enseignement n'est pas le même, et pourtant c'est le même. Ouais, bien sûr, tout à fait. Bon, après, ça dépend aussi des objectifs de chacun, hein, comme d'habitude, mais bon. Voilà. Non, mais je te parle de gens qui auraient les mêmes objectifs, mais pourtant qui ont déjà des restrictions ou qui me disent 25 euros c'est cher. Oui, bien 25 sûr. euros, non mais nous, c'était pas 25 euros. Hein. Bah, déjà, il y avait le voyage, donc effectivement. Il y avait le voyage et le stage était pas à ce prix-là. Voilà, c'est pas une question uniquement de prix, mais c'est juste pour dire que nous, on l'a rendu accessible et que c'est vrai que c'est à double tranchant. Certaines personnes, attention, quand je parle de cas à la marge, mais bon, ouais. Bon, parce que à ce sujet, Reto a une très belle anecdote dont Johan se fera un plaisir de vous raconter en cours. Oui, voilà. On la raconte pas dans le podcast parce qu'elle est un peu limite, mais il vous la racontera en cours. Je vois effectivement à quoi il fait référence. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, vous, sur votre parcours, sur l'enseignement, sur quelque chose en rapport avec le Wing Chun dont on n'aurait pas parlé? Bon, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, notre parcours, la façon dont nous on voit le Wing Chun aujourd'hui. Okay. Non, parfait. Ce podcast touche à sa fin. Si tu as des questions ou des remarques, envoie-les-nous directement dans les commentaires. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi. Si tu habites dans la région de Bordeaux et que tu veux pratiquer le Wing Chun, contacte directement David, les liens sont dans la description. Enfin, tu commences à en avoir l'habitude, si tu es dans la région de Nantes et que tu as envie de renforcer ton mental et ton physique, inscris-toi à un de nos stages de self-défense. C'était Clément pour selfdefensenantes.com.